Philippe, bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de temps sur ce festival qui est des Bulles. Hiver 1709, Nathalie, c'est ta troisième série. Oui. Tes précédents récits historiques ou sociologiques se passent soit en Australie avec Down Under ou bien au Mexique avec Juarez. Tout à fait. Cette fois-ci, on arrive en France avec une période relativement troublée. Oui. Tu peux nous faire un petit résumé du contexte historique? La France est en pleine guerre de succession d'Espagne qui dure depuis presque 8 ans. Donc elle a une grande alliance contre elle, donc l'Angleterre, la Hollande, la Prusse, certains États germaniques, et j'en oublie encore, plus certains alliés de la Seconde Heure. Et qui se disputent la succession du trône d'Espagne, puisque c'est le petit-fils de Louis XIV qui en a hérité. L'héritage a été accepté par Louis XIV, ce qui a fait finalement provoquer le courroux du reste de l'Europe, en fait. Donc voilà. Donc on est dans une France qui est épuisée financièrement parlant par ces guerres, tout de même. Et vient ce grand hiver 1709, qui est appelé comme ça, le grand hiver, qui frappe toute l'Europe, et la France en particulier, qui est peut-être moins, qui a moins par exemple de réserve que la Hollande, qui est une espèce de grenier, l'Europe, la plaque tournante des marchandises européennes. Enfin, on va parler d'Europe géographique, mais... Et donc voilà, donc il y a des tensions extérieures, il y a également des tensions intérieures au Royaume de France, puisque depuis la révocation de l'édit de Nantes, il y a de nouveau eu une espèce d'oppression des protestants en France, puisque Louis XIV voulait absolument unifier la France sous une religion, la religion catholique. Et donc il y a eu quelques années avant 1709-1704, la révolte des Camisards dans les Cévennes, qui a dû être matée aussi, donc il y a des troupes qui ont été mobilisées effectivement, où les atrocités ont été commises de part et d'autre. Donc il y a ce foyer un petit peu intérieur de révolte, et arrive ce grand hiver qui frappe de plein fouet ce pays, qui vit principalement de son agriculture. Donc voilà, donc avec toutes les conséquences dramatiques qu'on peut imaginer, la famine qui s'annonce, ou pire encore la peur de la famine, puisque en 1694, il y avait déjà eu un terrible hiver et une terrible année, où là il y a même encore plus de mortalité qu'en 1709, donc tout ça est encore bien frais dans l'esprit de la population, donc ça crée évidemment des peurs énormes, et ça risque d'avoir des conséquences vraiment désastreuses en fait. Le 18e, il y a eu quand même quelques familles, une dizaine. Oui, ça se succède, oui, par les aléas climatiques, parce qu'on est dans le petit âge glaciaire qui s'étend du 14e au début du 18e, et c'est un des épisodes les plus violents. Donc voilà. Philippe, tu as eu l'idée originale du scénario, j'ai lu. Oui, effectivement. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Comment est-ce que vous avez commencé à collaborer? C'est assez simple. C'est assez simple parce que je vivais au-dessus de chez Nathalie, et puis elle était en dessous. Non, bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, on est un couple dans la vie de tous les jours. Et Hiver nous a donné l'opportunité, la chance de pouvoir travailler ensemble. Il fallait trouver le bon sujet, le bon univers à développer, et c'est vrai on était à Versailles lors d'une visite guidée, on va dire, il y a 2 ans et demi, et puis là la guide nous a parlé de Versailles, de Louis XIV, de la cour, des salons, etc., jusqu'au moment où elle a abordé le sujet du grand hiver de 1709, et à partir de là, après quelques descriptions, quelques mots bien choisis, cette personne m'a donné envie de m'embarquer dans cette aventure, surtout que j'étais à ce moment-là à la fin de Conquistador tome 4, et déjà je commençais à cogiter, à essayer de trouver le prochain décor de ma BD. Et donc
là, c'était une évidence. Après les sables de croisade, la jungle de conquistadors, je cherchais, et l'hiver, les paysages désolés, la famine, tout ça, ça me parlait. T'as besoin un peu de fraîcheur. Oui. Graphiquement, oui. C'était, voilà, il fallait trouver l'opposé de tout ce que j'avais déjà fait. Et voilà, j'en ai parlé avec Nathalie qui était là à ce moment-là donc, et elle a été attirée par l'idée, donc on a... Oui, tous les ingrédients sont réunis pour vraiment écrire un bon récit d'aventure. Ouais. Le contexte est fort, il est intéressant, il y a toute cette richesse-là, et moi j'ai vu Philippe interpellé immédiatement à l'évocation du grand hiver par la guide. Et effectivement, tout de suite, il y a déjà plein d'images qui surgissent rapidement. Ouais, je me suis dit ça tout nous de suite, inspirait. Moi, ça m'inspirait autant que lui. Ouais. Donc, allons-y. Je me suis dit, on peut faire une sorte de Mad Max sous Louis XIV. Oui. Alors c'est quand même loufoque et un peu ridicule à dire, mais voilà, tous les éléments sont là pour mettre en scène une histoire très forte sur un fond historique qui est quand même... Qui est riche, qui est très riche. On connaît tous la France, Louis XIV, toutes ces années, mais cette petite période-là, ouais. C'est un épisode particulier, donc voilà. un peu inconnu au grand bataillon. Oui, effectivement, c'est un tableau assez précis et fidèle de l'état de la France dans ce début du XVIIIe. On a le fossé entre la noblesse de Versailles et la petite noblesse de province, oui. avec la vicomtesse. On a la réforme, on a la guerre. Et au milieu de tout cela, on a le petit peuple qui se débat pour survivre. Est-ce que parce qu'après on a tout le côté romanesque qui se greffe dessus, mais est-ce que ce fond historique était important pour bien baser l'album, enfin la série? Indispensable. Ah oui, parce que ça n'existe, puisque l'intrigue qu'on met en scène, la fiction qu'on écrit, s'inspire directement. Elle est liée au contexte. Donc elle n'existe que par ce contexte-là. Ça apporte énormément de crédibilité. Donc, voilà. Pour moi, le personnage principal d'hiver, c'est cet hiver. Oui, c'est un des personnages principaux. Tu l'enlèves, oui, il n'y a plus rien à raconter. On va en parler tout de suite. Je voulais le garder pour la fin, mais Chagnot, bien évidemment, là, le coloriste qui fait encore des merveilles, avec ces nuances de gris. Je veux dire, c'est splendide. Il y a longtemps que tu travailles avec lui? Avec Jean-Jacques, depuis le début de Croisade. Donc 8 tomes de Croisade, 4 de Conquistador, ça fait 12. C'est notre 13e album, en l'espace de 8 ans. 8 ans, oui. Ouais. Et là, honnêtement, on a remis toutes les cartes sur table. On a commencé à cogiter, à essayer de trouver les bonnes ambiances, et ça a été un travail de titan. Vraiment. Parce que ce que vous voyez là dans l'album, la version définitive, il y a eu au moins 3-4 versions avant. Avec des tons, des ambiances différentes, des gris différents, des bleus, des mauves, du jaune. Et une fois l'album bouclé, noir et blanc, couleur, on est revenu sur toutes les planches. Vu qu'elles sont faites via l'ordinateur sur Photoshop, voilà, on a la possibilité de pouvoir retoucher un peu tout ça. Mais c'est vrai qu'avec Jean-Jacques, on s'est dit, il y a un problème. Ce n'est pas ce que j'avais en tête, c'est ce qu'on ressentait pas notre hiver à nous. Il fallait ressentir le... Donc voilà, il y avait le personnage, il y avait la trame, il y avait le fond historique, mais on n'avait pas froid. Ce froid glacial, on n'avait pas littéralement à la lecture. On n'avait pas peur. C'était le club méditerranéen carrément, ou un Walt Disney. Donc Jean-Jacques, grand professionnaliste comme il a tout recommencé. On a repassé des heures à retravailler sur chaque scène, chaque ambiance, pour trouver la petite justesse de gamme, de couleurs, qui justement va mettre ce lecteur qui va le plonger dans le récit, et j'espère que ça marche, j'espère qu'on ressent ce froid. Et la dureté. La dureté de l'époque. Bon, il y a des scènes bien sûr avec les enfants qui... Voilà, tout ça nous plonge dans cet univers-là, mais le noir et blanc fonctionne très bien, à part. Mais les couleurs sont indispensables pour justement ressentir toutes ces émotions. Et ça, c'est un travail vraiment, c'est un travail de fou qu'on a fait, et je suis très content du résultat.
Maintenant on est sur le tome 2 déjà, donc on essaye d'aller encore plus loin. Encore peaufiner les choses. Ouais. Tu l'as évoqué, c'est un récit d'aventure très noir finalement, et tous les deux vous plongez le lecteur dès les premières planches dans l'horreur, puisqu'on a du cannibalisme, hein, on a la pendaison d'enfants. Est-ce que ce n'est pas une mise en bouche un peu brutale? Oh, c'est venu très spontanément en fait. Ouais, moi je suis plus bisounours, mais Nathalie, bon voilà. Non, en fait c'est vraiment les premières images qu'on a eues. C'était, je sais pas, 2-3 semaines après avoir visité Versailles, donc Philippe était déjà en train de cogiter, on en parlait. Donc et c'est un moment où il n'y avait plus rien dans le frigidaire. Oui. Donc on avait un peu faim à ce moment-là. On s'est mis à la diète forcée pour se mettre dans le peau des personnages. Donc on a dévoré un ou deux voisins. Ils nous embêtaient. Mais non, plus sérieusement, c'est vrai qu'on a commencé à discuter et cette scène d'ouverture, elle a existé, mais d'emblée. Mais vraiment, elle est quasi telle qu'elle, telle qu'on se l'est racontée. Voilà, on commence comme ça, on démarre. Vous avez on enclenche le moteur et ça y est. Et ça a été comme ça, les 4 personnages principaux, pareil, donc forcément Rohan, le moine du début, Oriane et Guillaume, ça c'était les 4 personnages qui étaient déjà là. Donc on savait, donc on partait d'eux finalement, et avec cette scène d'ouverture pour donner le tempo, spontanément, c'était à l'instant, on n'a pas cogité en disant non, ça c'est là, l'ouverture c'est vraiment je pense que dans mon cas c'est indispensable de toute façon de me plonger, bon je sais où on allait avec le scénario, mais une fois les planches reçues, découpées, en tant que dessinateur, je me plonge dans ce récit. Je suis dans mon studio, d'accord, mais là, à ce moment-là, je suis dans la planche. Et cette première scène, ou même la première planche de l'album, on ouvre l'album, il y a une page toute blanche à gauche, la planche de droite est blanche, avec une traînée de sang, une narration qui est très très forte, paf. Là, ça y est, on ouvre le bouquin, on est dedans et on y va. Et on tombe sur le moine après, bon là... Mais même, donc pour moi, oui, j'ai besoin de me plonger graphiquement dans ce... Et c'est vrai que ça donne le ton de voir comment c'est. Alors, comment est-ce que tu opères le travail de mise en scène pour suggérer, faire comprendre au lecteur toute l'horreur de ce qui se passe sans réellement la montrer? Parce que c'est toujours suggéré, c'est très fort, sans jamais montrer quand même. Voilà, c'est quelque chose que dans toutes mes séries sont assez violentes, c'est vrai, mais la violence n'est pas gratuite. Je ne prends aucun plaisir, moi, à montrer une personne qui se fait étriper ou... Il y a de la violence, il y a de la torture, mais c'est pas gratuit. Donc on essaie d'être un peu plus subtil, pour que ça soit lisible par tous aussi, pour pas trop écœurer. Et puis c'est comme dans tous les films, quand on va voir un film d'horreur, bon là on sait ce qu'on attend, moi les films d'horreur je peux pas. Par contre un film bien tourné, où on sait que cette personne va passer un très mauvais quart d'heure, et on n'est pas obligé de le voir, là ça marche, c'est d'autant plus fort qu'on commence à imaginer certaines choses. Mais pour cela, il faut que les personnages soient très très bien construits, il faut qu'il y ait des dialogues percutants. Et là, mon dessin, ce que je dois faire est plus facile. Parce que tout est bien déjà calibré, on sait où on va. Et dans ce cas-là, il suffit que je mette un petit regard, un rictus ou une petite tache de sang par-ci par-là, on sait ce qui s'est passé. Mais tout ça, c'est une harmonie. C'est une question de justesse et de bien doser. Il faut, ça doit être au service du récit, c'est pas de l'étalage de tripes comme tu disais. On aurait pu... Ou pour dire, les temps sont durs et on va vous déballer 10 mètres d'un texte. La scène du moine, on peut la faire de 3-4 manières différentes. Mais il faut trouver le... Et j'aurais pu la montrer d'une manière très sanglante. Il n'est pas obligé de manger juste un morceau de jambe, il aurait pu manger un rein. Et on ne le voit jamais. On le voit jamais. Non. Jamais. Non. On voit quelques lambeaux de chair. On voit qu'il mange quelque chose, mais... Voilà. Vous êtes en train de faire du spoiler. Pourquoi justement? Mais pourquoi aussi? C'est parce que ces enfants sont témoins de cette scène, mais ils ne savent pas ce qu'ils mangent.
Et nous non plus. Le lecteur, les enfants ne savent pas. Ils voient juste quelqu'un qui se fait un petit barbecue, tranquille. Ils y vont, ils sont contents, ils avaient faim. Et jusque-là, on ne sait pas non plus. On voit le cadavre qui arrive plus tard. Mais et tout ça, c'est un jeu de montage, c'est un rythme qu'on a voulu instaurer. C'est un jeu parce qu'effectivement, on ajoute encore quelque chose au truc précédent, mais qui donne le caractère du personnage du moine, qui est quand même un petit truc qui ne fonctionne pas tout à fait bien dans la tête. Et on va le voir jusqu'au bout, hein. On voit qu'il est un peu illuminé quand même. Et puis les enfants. Il est réellement moine déjà. Il porte le froc. Hein. Il porte l'habit, on verra bien s'il le fait ou il le fait pas, mais on sait pas. Vous avez jeté sur les routes des Camisards, des Huguenots, des tenants de la foi catholique dans une représentation un peu dantesque, un peu effrayante. Nul n'est épargné, quel que soit son côté. Est-ce qu'il y avait réellement un vent de folie totale qui soufflait sur la France à ce moment-là? Souffler, bon, il y a eu les dragonnades dans les années 80, et qui étaient quand même c'était vicieux en plus. Ça veut dire, c'était vous convertissez, et si vous ne le faites pas, on vous flanque 5 dragons qui logent chez vous, vous devez les nourrir, vous êtes à leur service, c'est des humiliations, c'est de la bastonnade, c'est des exactions, c'est vraiment appauvrir une famille en restant, en vivant sous son toit jusqu'à ce qu'il craque. Et donc il y a une violence qui était physique, mais une violence aussi quand même morale. C'est assez impressionnant de se dire waouh, voilà, c'est pas très joli, c'est pas très reluisant, quoi. Donc ça s'est passé quelques années avant. Donc nous, on a un peu les personnages qui ont hérité de ce souvenir sombre, de ce passage sombre. Donc le vent de folie, c'est pas un rouleau compresseur, c'est des choses qui se passaient. Bon, les Camisards, c'est un petit peu localisé dans les Cévennes, mais oui, ça fait écho. De toute façon, quand on traite un de fait historique, il y a un écho, on a toujours un petit air de déjà-vu par rapport à ce qu'on vit de toute façon nous, dans ce qu'on a vécu il y a quelques années et ce qu'on vivra probablement encore longtemps. Donc oui, c'est une aberration parce que pour un pareil motif, on se dit enfin, les gens arrivent à des extrémités incroyables, quoi. Nous, on met en scène un curé qui est quand même un peu dur aussi, parce que c'est vrai qu'ils ont un petit peu sous la coupe une population qui était maintenue dans l'ignorance. Je pense que c'est historiquement très bien. Et voilà, à côté de ça, moi je lis des témoignages, parce que une partie de la documentation, c'est justement les écrits de curés de paroisses dans les campagnes de l'époque, qui étaient les chroniqueurs de leur temps. Et on a effectivement des personnes qui sont extrêmement sensibles, et probablement la majorité, au sort de leurs paroissiens, et la douleur de cet hiver, ils la décrivent très très bien. Donc nous, on caricature pas, mais on dit voilà, ça devait exister comme ça. Puis il fallait, voilà, il y a les superstitions, on voit qu'il y a le côté de la religion, mais il y a aussi encore des croyances, la peur. Cet hiver, c'est une punition. Madame de Maintenon disait, voilà, là on subit la force, le bras de Dieu, ou à peu de choses près, parce qu'on est en guerre, parce que voilà, qu'il y a une espèce de punition divine. Est-ce qu'on pourrait qualifier cette série de thriller de cap et d'épée? Ah, ça en a certainement les codes. J'aimerais bien. C'est très bien résumé comme ça. Ah oui. Oui, c'est cap et d'épée définitivement, mais il y a un petit truc en plus. Un thriller. Oui, non mais Oui, mais on retrouve les codes. C'est vrai que quand on plonge dans des époques pareilles, on est, malgré nous, on utilise forcément, c'est comme le western. Bon, le western a ses codes, je pense que le cap et l'épée. Mais on m'a déjà posé la question, on a dit c'est un western en fait. Mais effectivement, finalement, on se dit souvent qu'on construit les choses quand il y a un bon, un méchant, et une compagnie derrière, et des personnages, et des enjeux forts, et une nature qui peut être aussi l'ennemi de l'homme. On est effectivement parfois dans un western. Les codes sont là, hein, c'est le duel final, dans le tome 2. Mais oui, c'est ça, ouais. Ouais, un thriller. Ta
ta représentation des sans-dents étant un peu plus réaliste, comment s'est fait ton casting? Le plus dur, c'est pour le personnage principal, c'est Rohan. Pourquoi? Parce que bon, j'ai déjà 2 personnages masculins assez charismatiques avec Gauthier de Flandre pour Croisade et Rohan. Royo, pardon. L'héros. Royo dans Conquistador. Là, il fallait que je trouve quelque chose de différent. Donc c'est pas évident, c'est le nez, c'est l'arête du nez, c'est la mâchoire, c'est les cheveux, mais surtout le chapeau. Voilà, c'est ce qui va le différencier. Mais ça, c'est l'aspect graphique. Après, il y a tout le travail psychologique qui vient derrière. C'est sa manière de réagir, de parler, d'où il vient, son histoire, en fait. Pourquoi réagit-il à une certaine action. Voilà, et ça, c'est la différence avec les autres personnages que j'ai eus auparavant. Graphiquement, bon, c'est vrai qu'il faut toujours que je dessine un beau mec hollywoodien digne des films d'Hollywood. Et ça marche. Par contre, après, et bien sûr une héroïne belle, sexy, bon, parce que Pour les yeux bleus. il faut que je me fasse plaisir le matin quand je dessine. Donc voilà. Mais après, tout ce qui est personnage secondaire, les sans-dents, le curé, Ça, c'est là je prends plaisir. Je vois pas comment je pourrais dessiner mon personnage principal comme ascendant. Non, c'est pas possible. J'aurais du mal. Et, mais par contre, donc là, oui, je me fais plaisir. Je peux même déraper, sortir de mes petits tics graphiques. Et ça, c'est bien. Donc, on change la forme des yeux, on change la forme du nez. Être un peu plus réaliste, parfois, sans tomber dans le grotesque, parce que on peut regarder des gens et on se dit waouh, ça fait une drôle de tête là quand même. Et donc on joue avec la différentes gammes d'expressions, la physionomie. Oui, qui correspond au caractère. On définit les personnages, il y a les personnages secondaires, comme Valescure, Ravel, etc. Ces 2 hommes, ils ont peut-être un intérêt commun, mais c'est 2 personnalités totalement différentes. Donc on les définit en avant. Il y en a un qui va être plus sournois, l'autre plus cruel, et ça, Philippe, c'est vrai que ça, on construit en disant voilà, et c'est vrai que ça appelle une représentation, des expressions de visage que toi tu peux. Mais effectivement, il faut qu'on parle de ces personnages avant, hein, bien sûr, et quelques mots sur moi. Hein. La petite description qu'elle va me donner va me permettre de définir ce personnage. Mais encore une fois, il faut qu'il vive pendant 3-4 planches. Pour que je commence à les maîtriser, parce que au départ, c'est juste un orphelin, il arrive comme ça, et je sais pas d'où il sort. Donc, mais au fur et à mesure du dessin, des planches, des cases, des planches, de ces répliques, de ce dialogue, là, je commence à voir quelqu'un en 3D, on va dire, quelqu'un qui existe vraiment. Et là, je peux jouer le personnage moi-même, dans ce cas-là. Donc je suis tous ces personnages-là, même la duchesse, même la petite vieille derrière son feu. Mais il faut que je m'imprègne de ce que Nathalie va écrire. C'est là où la grande force de Nathalie dans sa manière d'écrire, c'est cette force de personnage. Ils sont très riches, il y a des différentes couches, et c'est à partir de là que je peux m'appuyer sur quelque chose de solide pour, j'espère, donner des personnages qui sont charismatiques, qui donnent envie de les accompagner dans leur quête. Et puis, Très franchement, envie de lire la suite maintenant. Oui, là on était vache. On a coupé d'une manière un peu vicieuse. Mais bon, faut se dire que c'est une histoire en 100 planches, on va dire, plus ou moins. On avait le choix de faire un one-shot ou un diptyque. Voilà, on a choisi de faire un diptyque. C'est coupé. Et puis ça laisse aussi une respiration pas négligeable, je pense. Non, c'est bien. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir consacré du temps. Bonne fin de festival. Et puis voilà, on va suivre Merci. les aventures. Merci à vous. beaucoup.